Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Ah, je vois beaucoup d'enthousiasme, d'émotion quand les invités pour cette émission Alia Story écoutent le générique. Ça me fait toujours sourire. C'est vrai ? C'est exact. C'est un bon moment de la vie. Un beau moment de la vie. Alors, c'est Rafi Idbiski qui est avec nous pour une Alia Story un peu particulière. Il est en Israël depuis 1981. Ça commence à faire long. Non, c'est comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Ok, pourquoi vous êtes venu en Israël, Rafi ? J'ai été trempé dans le moule du sionisme des petits. J'ai grandi à Genève. On faisait la prière dans une synagogue chassidique, chez le Rav Schlesinger. C'était pas sioniste. Mais ma mère était au Bnei Akiva. Mon oncle et ma tante sont arrivés après la guerre des 6 jours ici. Et en fait, si les choses s'étaient passées comme prévu, j'aurais dû naître ici. Mais en 61, mon père a rencontré ma mère, qui lui a dit « reste encore un an en Suisse ». Ils sont restés un an de plus. Ensuite, il s'est spécialisé en cardiologie aux États-Unis. Et de là, ils sont revenus en Suisse. Et c'est nous, les enfants, qui avons réalisé ce rêve sioniste. Ils l'ont réalisé aussi, puisque depuis maintenant 17 ans, ils sont également en Israël, avec les enfants, les petits-enfants, et depuis la semaine dernière, un arrière-petit-fils. Mazal Tov, formidable. Alors, vous êtes venu à quel âge, Alors, moi, j'ai fait la yeshiva sioniste extraordinaire du rabbin Bochko, du Rav Moshe Bochko, entre 78 et 80, dont les élèves ne sont... Zecher Tzadik Livracha, dont les élèves ne sont plus à présenter, entre autres le Rav Kling, Gaël Grunwald du Keren Kayemet, et encore beaucoup d'autres, Ariel Picard, qui était responsable des Olim des Juifs de France. Et après cette bouffée de sionisme, eh bien, et qu'on parlait très bien l'hébreu, j'ai fait une yeshiva Tesder, yeshiva qui combine yeshiva et armée, à Malé Adoumim, 5e promotion chez le Rav Chaim Sabato, qui est un écrivain très connu. Bien sûr. Et en 83, je me suis engagé dans la brigade de Givati. J'ai eu ensuite une blessure au pied. Je suis sorti en cours d'officier. Donc vous avez fait des guerres en Israël, j'imagine. Guerre du Liban. On était un peu à Gaza. Moi, je ne suis pas resté longtemps combattant, puisqu'à la fin des classes, j'étais déjà dehors à cause de cette blessure au pied dans un exercice. Ensuite de cela, j'ai fait le cours d'officier. J'étais dans l'éducation. Et puis entre 94... Dans l'éducation à l'armée, parce que les gens ne savent pas qu'il y a des... À l'armée, oui. À l'armée, il y a une unité d'éducation qui fait en même temps des excursions. En fait, il y a des guides militaires, si on peut dire ça comme ça. Moi, je n'étais pas dans cette unité-là. J'étais dans une unité d'enseignants qui enseignaient surtout des compléments de bac, etc., soit pour des adjudants militaires, soit pour des gamins qui ont eu une enfance perturbée et qui n'ont pas pu faire... qui ont arrêté l'école assez tôt. Voilà. Il y avait aussi d'officiers pour un programme que les Olim Hadashim connaissent bien, qui s'appelle Marva Alon, qui est l'ulpan presque obligatoire pour ceux qui ne connaissent pas la langue hébraïque. Et ensuite, entre 1994 et 2015, j'étais officier au porte-parole de l'armée. Dans ce cadre-là, surtout en l'an 2000, je suis passé devant les... Vous avez fait carrière militaire, pratiquement. Non, j'ai fait un petit passage à l'armée. Ensuite, j'ai fait le reste de mes grades. Donc vous étiez au porte-parole de l'armée pendant de nombreuses années. Voilà. Pendant 20 ans, j'étais réserviste là-bas. Et au début de la Intifada, qu'on appelle l'opération Invezam, les raisins de la colère, en octobre et novembre et jusqu'à mi-décembre 2000, j'ai assuré un petit peu le porte-parole. Donc je suis passé devant les écrans en français et en allemand principalement. Ok. Et ensuite, je crois que c'est Olivier Rafovitch qui a pris votre suite. Voilà, ensuite Olivier Rafovitch, qui était déjà militaire de carrière, a pris ce poste-là. On le connaît bien, il a fonctionné, il était à ce poste-là avant qu'il soit directeur de l'agence juive et il continue encore à faire des réserves militaires au porte-parole avec le rang de colonel. Alors ensuite, vous avez poursuivi, on va dire, la vie normale, vous avez repris des études. Oui, alors j'ai commencé ensuite mes études. C'est très israélien ça. Voilà, on commence... Vous aviez quel âge ? Alors moi, j'avais, si je suis né en 62 et que c'était 87, j'avais 25 ans, 26 ans presque quand j'ai commencé mes
mes Ils ont dû être études. contents, vos parents. Oui, alors mes parents déjà, ils voulaient que je revienne tout de suite parce qu'ils se sont dit comment ne pas commencer ses études à 20 ans, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et puis finalement, je ne sais pas combien de temps ils ont attendu jusqu'à ce que finalement Vous y mettiez. je m'y mette. Alors voilà, ensuite j'ai fait des études, ça s'appelle Limoudert Israël, études d'Israël à Bar-Ilan. J'ai complété cela avec un diplôme d'enseignant également, donc le BA qu'on appelle le BAD, c'est-à-dire licence plus diplôme d'enseignant en études d'Israël au collège des professeurs de Herzog à Gush Etzion à Longwood. Alors, pourtant, vous avez un papa médecin émérite, hein, donc on se demande pourquoi choisir des études d'Eretz Israël. C'était pas un peu, on va dire, je veux pas dire ça d'une manière péjorative parce que ce sont des études passionnantes et extraordinaires, mais c'était pas un petit peu en dessous de vos possibilités? Mon papa a deux passions. À part la passion que nous avons tous, qui est notre famille et notre patrie, il a la médecine et l'histoire. Il avait un très bon prof d'histoire au lycée et il a rêvé en fait de faire de l'histoire. Donc en fait, vous avez réparé un peu. Voilà, quand il est arrivé en Israël, il a arrêté la médecine et il est rentré à l'université hébraïque de Jérusalem. Il a fait une maîtrise et il est en cours de doctorat en histoire. Donc après la retraite, il a fait un doctorat en histoire. Oui, il a pas encore terminé, mais il a fait maîtrise et doctorat. Et c'est mon frère, qui est responsable du département pneumologie à Sharet Zedek, qui a repris le flambeau de la médecine. Donc on a réalisé en fait les deux passions de mon père. Sympa, donc un fils pour chaque passion, pas mal. Près. Alors donc vous avez étudié Limoud Eretz Israël, c'était passionnant? C'était génial. Pourquoi? On touche à tout, c'est pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on est spécialisé. J'ai un beau-frère qui est ingénieur électro-optique. Et électro-optique, je n'y connais rien parce que prof de maths et physique, je crois que la dernière fois que je les ai vus, je devais peut-être être en seconde. Et encore, de la physique, j'en ai jamais fait. Okay. Mais par contre, il est spécialisé dans un petit domaine, etc. Et là, on touche à énormément de choses. On touche à l'histoire des religions, on touche à de l'histoire, on touche à de l'archéologie, on touche à de la géologie, on touche à de la botanique, biologie, à l'humanité. L'humanité, contact humain, études d'Israël sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus quand on fait son alia, qu'on réalise son rêve et qu'on va sur le terrain? Les autres étudiants étaient toute la journée en classe, en cours, et nous, chaque jeudi, on avait une excursion. J'ai fait dehors. 300 excursions de formation. Ouais. C'est quelque chose de merveilleux. Ok. Alors, vous avez ensuite, bien sûr, été aussi enseignant. Vous avez partagé votre passion d'Eretz Israël avec des lycéens, on va dire ça comme ça. Voilà, en 95, je me suis marié avec Mira. Ah ben voilà, Mira, la fameuse styliste en robe de mariée. Voilà, styliste. Mira ex-Biton, qui aujourd'hui a hérité de son nom de famille interminable, Izbitski. Et imprononçable, je vous le confirme. Et imprononçable. Okay. Et on a eu des enfants, Baruch Hashem, 4 beaux enfants. Et donc, il fallait que je me sédentarise un petit peu et que je fasse un métier qui soit un peu plus adapté à une vie de famille. Et j'ai commencé l'enseignement. Ça vous a plu ? Écoutez, enseigner en Israël, c'est encore un défi. Il n'y a aucun élève ou lycéen qui est facile. 3e seconde, c'est ce qu'on appellerait l'âge bête, donc c'est compliqué. Et enseigner dans un lycée israélien... Vous êtes fait chahuter, quoi, on va dire. On s'est fait chahuter. Par contre, pour rentrer, pour comprendre un aspect supplémentaire de la société israélienne, je vous promets qu'après on est vacciné. Quand on reprend le tourisme après, on a l'impression de vivre sur un nuage chaque jour. Ils sont durs, les enfants israéliens. Et les enfants israéliens sont assez durs. Alors après, ça dépend dans quel secteur on est. Quand on est principalement dans le secteur, on va dire, national, religieux, ou même chez les Mityashvim en Judée-Samarie, où de toute façon, ils vont eux-mêmes se promener de façon régulière. Alors le défi, c'est d'être à leur hauteur. Voilà. Et puis, ce qu'il y a de beau quand on enseigne, c'est qu'on apprend de nos élèves. On n'apprend pas seulement à transmettre, mais ce qu'on apprend le plus, c'est surtout de nos élèves. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux ? J'ai appris énormément. J'ai appris ce que c'est la jeunesse israélienne, qui est une jeunesse épatante. On a souvent l'habitude de voir l'extérieur. C'est un peu comme les touristes non-juifs que je promènerais à Mea Shearim et qui voient le côté vestimentaire. Et je leur dis, arrêtez de regarder le côté vestimentaire. Regardons ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et on a des jeunes qui sont épatants. On est un pays qui, je crois, en volontariat est le numéro 1 du monde. Mes enfants n'arrêtent pas
d'être volontaire là, volontaire là. Ma fille aînée qui fait du droit et de la gestion a trouvé pendant une semaine une association d'enfants handicapés pour qui tout simplement elle a décidé d'être volontaire pendant une semaine. Volontaire parce que ça lui manquait le volontariat après le Sherut Leumi et l'armée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles, qui est obligatoire. Tous les lycéens israéliens font dans le cadre de leurs études du volontariat. C'est vraiment un passage obligé et formateur, je crois. C'est obligé. Et puis je vais vous dire, dans une école israélienne, le côté chevrati, le côté social, fait partie du background et surtout de la façon avec laquelle on juge un élève exactement au même titre que les études. Par exemple, quand mon fils est rentré en troisième, en quitte-à-tête, donc au lycée, eh bien, on lui a demandé, est-ce que tu es dans un mouvement de jeunesse? Est-ce que tu fais du volontariat? Est-ce que socialement, tu es bien intégré? Est-ce que tu as des copains? Ça paraît fou pour les Français qui arrivent, ce genre de questions, parce que en France, les mondes sont totalement séparés. Totalement. Le monde privé, etc., est séparé du monde scolaire. Et ici, les choses sont complètement imbriquées. Absolument. Et c'est très différent. Alors, bon, l'enseignement, ok, on a vu. Vous avez continué d'enseigner au Mahon Meir. En tout cas, vous avez dirigé une section francophone au Mahon Meir. Vous pouvez expliquer en 2 mots ce que c'est que le Mahon Meir pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà, le Mahon Meir qui existe encore aujourd'hui et donc qui est dirigé par le Rav David Partouche, un bon ami à moi. L'initiateur ou le premier directeur de la section francophone s'appelle le Rav Yosef Hatoun, qui avait une section pour garçons et une section pour filles. Ma femme a étudié dans la section féminine qui s'appelait à l'époque le Mahon Ora. Et comme j'avais un certain background, un certain bagage en tout ce qui est école religieuse, yeshiva tichonit, yeshiva lycée, yeshiva tesder, eh bien, le Rav Hatoun m'a demandé de l'épauler. Alors, c'était surtout à l'époque, en tout cas, pour ce qu'on appelle des Chosrim Bitchouva, donc des gens qui font un retour à la fois, d'une certaine manière. Et puis, c'était un programme d'intégration francophone où il y avait un ulpan, etc. Je n'étais pas directeur de la section. Le directeur, c'est le Rav Yosef Hatoun. Moi, j'étais le rakaz, le coordinateur. Et donc, c'est moi il m'a chargé tout simplement d'épauler ces jeunes. Encore une fois, c'est génial. C'est génial. On assiste à l'intégration, on assiste à l'enseignement. On épaule ces jeunes. Et puis, ce qui est fantastique dans l'enseignement, c'est qu'au début, ça semble ingrat. Et comme il est marqué, Azorim, Bedima, Berina et Ktsaru, on a parfois des larmes quand on moissonne. Tu sèmeras dans les larmes et récolteras dans la joie. Et quand on voit où ils sont aujourd'hui, eh bien, je suis content. Ok, alors vous avez fait d'autres choses. Évidemment, on ne va pas tout détailler. Vous avez aussi dirigé la première Mechina, on va dire, Zvaït pour Olim Hadashim. C'était une gageure, cette affaire. Oui, alors vous avez déjà compris que j'aime bien l'armée, mais oui, ça on a compris. Mais je vais quand même préciser ce que j'aime. Je ne suis pas un fighter. Fighter, je sais pas, je suis pas un militariste ou quelqu'un qui est né avec l'esprit d'avoir des armes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'armée, c'est qu'on est tous égaux. On est tous, le riche, le pauvre, le grand, le petit, on lui demande de faire les mêmes efforts. Et s'il y en a un qui n'arrive pas à faire ces efforts, c'est nous qui sommes responsables de le faire progresser. Ce qu'on dirait, Kol Israël Arevim Zebazé, nous sommes tous garants les uns des autres, c'est cet aspect familial, puisqu'on parlait tout à l'heure également du côté informel de l'éducation dans les écoles, c'est ça. Nous sommes tous responsables les uns des autres. C'est ça qui vous a plu, qui vous a motivé à diriger cette Mechina ? J'ai trouvé ça fantastique qu'un gars qui ne sait pas courir, ou qui court moins bien, ou qui a moins d'aptitude physique, c'est moi qui suis responsable de le former, et pas celui qui est au-dessus. C'est un peu ça, dans le monde du guidage, de l'éducation informelle, la même chose. Quand il y en a un qui n'arrive pas à porter le sac, eh bien on demande à un autre de mettre ses affaires, de porter un sac plus lourd, parce qu'on demande qu'il soit responsable dedans. Et ça, comme j'ai compris que la meilleure intégration dans la société, c'est l'armée, parce que l'armée israélienne a tout cet aspect social. On a les riches et les pauvres ensemble. On a d'ailleurs plusieurs pays d'Europe regrettent aujourd'hui d'avoir supprimé le service militaire. L'armée, c'est excellent. La guerre, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais l'armée, c'est bien. Et il y a eu une demande. Et donc, j'ai réussi à faire cette Mechina. À l'époque où il n'y avait pas les programmes Massa. C'était un peu une galère. C'était l'époque où les chèques revenaient. Donc, demander à un juif français de donner le chèque qui revient et lui redemander une deuxième fois le chèque, c'était compliqué. Mais c'était un défi. Aujourd'hui, je les vois intégrés, père de famille ici. Et ça fait plaisir. C'est un sentiment extraordinaire. Alors bien sûr, on a dit qu'on n'allait pas tout raconter, mais vous êtes guide professionnel. Aujourd'hui, c'est votre activité principale. Vous faites ça depuis 2008. Vous avez fait plein de choses, on va dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui vous reste de cette période d'Alia Vous avez toujours l'impression d'être nouveau ici ou de faire partie complètement d'Israël, d'être israélien à part entière ?
comme un tsabar ou pas? Je suis israélien, mais on ne se détache jamais de son passé. Alors quoi, Moi, j'ai grandi... aimez toujours très fort la Suisse? Non, j'ai jamais aimé la Suisse et je pense que je ne l'aimerais pas. Mais par contre, quand on me demande d'arriver à 8h, j'arrive à 8h. Ou j'essaye en tout cas, et pas d'arriver à 8h45. Ah, c'est dur au Moyen-Orient. Comment vous faites? Vous arrivez à gérer? Vous énervez? C'est la fameuse blague de celui qui va à l'enfer. Alors quand il va en enfer français, il y a des horaires bien précis. Et puis on lui dit en Israël, ça commence très tôt et ça finit très tard. Et on te met dans le feu. Il dit, mais moi je veux l'enfer israélien. On lui dit pourquoi? Parce que 5 heures, c'est pas 5 heures. 2 heures, c'est pas 2 heures. Le feu, c'est pas le feu. Voilà. Ok, bien on va finir sur cette note très sympathique voilà, pour votre Alia Story. C'était agréable d'être avec vous. Toujours autant d'enthousiasme comme au premier jour. Ça fait chaud au cœur. Merveilleux, c'est le plus beau pays du monde. Et s'il y a des Français ou d'autres Olim potentiels qui nous écoutent, venez ici rejoindre le rêve sioniste et le train qui est en marche. C'est ici que ça se passe. Ok, extra. Merci beaucoup, Rafi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.